allez, chapitre 3, espace vectoriel tangent. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet. En fait, on a introduit les structures qui vont nous permettre maintenant de définir les vecteurs et les tenseurs et commencer à travailler avec les outils qui seront, in fine, les outils de la physique, les outils de la relativité générale. Alors, chapitre 3. Espace vectoriel tangent. Alors, vous remarquerez une chose, c'est qu'on sait maintenant dire qu'une fonction est différenciable, on ne sait pas dire quelle est sa différentielle. C'est-à-dire, en analyse, on a fait le contraire. On a une fonction f, et puis on a une notion de différentiel qui est donnée par, comme je le disais, la limite de f de x plus dx moins f de x sur dx, la limite quand dx tend vers 0. Et du coup, ça, c'est f' de x. Donc on a une fonction, on dit qu'elle est dérivable, et on a sa dérivée. Quand on a parlé d'une courbe sur une variété lisse, donc avec une topologie et un atlas lisse, c'est-à-dire c'est infini compatible sur la variété, je sais dire ce que c'est qu'une courbe différenciable. Je peux dire la courbe est différenciable lorsque sa représentation à travers une certaine carte dans un univers donné, enfin à chaque endroit, est différenciable en tant que fonction de variable réelle, mais ça ne me dit pas quelle est la dérivée de la courbe. D'accord ? Donc c'est un peu étrange. Enfin, on dit qu'une fonction est différenciable, on a sa dérivée. C'est ça qui dit qu'elle est différenciable, c'est qu'elle a une dérivée. Et donc la dérivée, bah, c'est ça, voilà, en chaque point. Une courbe différenciable, c'est pas une courbe qui a une dérivée. C'est quoi la dérivée d'une courbe ? Mais déjà, même en physique standard, dans un espace euclidien, c'est quoi la dérivée d'une courbe? Mais on peut dire qu'elle est dérivable quand... On peut dire qu'elle est dérivable quand elle admet en chaque point une tangente. D'accord? Alors, c'est quoi une tangente? Est-ce qu'on peut de la même façon dire qu'il y a une tangente à cette courbe dans la variété? Ben, c'est compliqué parce que c'est quoi une tangente? Donc, on va dire première idée. Idée 1, il y a une tangente. Et on pourrait dire, la dérivée de cette courbe ici, ben, c'est cette droite en fait. C'est la meilleure approximation linéaire à la courbe. Oui. Puisque la tangente, c'est une droite qui ne passe par un seul point de la courbe, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une carte sur la variété pour définir la tangente comme quelque chose qui est représenté de manière affine dans la carte fidèle? Oui, mais donc si là je suis dans l'espace, je le mets dans la carte, et donc la courbe elle est comme ça, d'accord? Et mettons que c'est ce point-là, d'accord, qui est mappé ici. Voilà le point P. Et là, vous allez dire, ben, en fait, je peux prendre... Là, je suis dans Rn, donc je sais ce que c'est que la tangente à une courbe dans Rn. Donc voilà, c'est celle-là, d'accord? Et du coup, je la remonte là. Et puis, j'ai, du coup, la tangente là. Oui, ben, sauf que, d'abord, cette courbe que vous remontez là, peut-être elle est comme ça. Certes, elle va toucher qu'en un seul point, localement. Mais c'est peut-être celle-là. Mais si je me mets dans une autre carte maintenant, donc ça c'était avec la carte X. Maintenant, je représente cette courbe-là dans une autre carte, Y. Peut-être que cette courbe-là, maintenant, elle a cette tête-là. Et que le point P, en fait, c'est peut-être celui-là. D'accord ? Et cette carte est tout aussi légitime. Et puis là, du coup, la tangente, c'est la voilà. Et si je la remonte ici, la tangente, je ferais mieux de la faire en... Je ne suis pas trop cohérent dans mes couleurs. Peut-être que cette courbe bleue, là,
qui est la tangente à la représentation de la courbe dans le... Peut-être que c'est celle-là, en fait. D'accord. Du coup, je ne peux pas définir la tangente à la courbe dans le vrai monde à partir de la tangente de sa représentation dans une carte, parce qu'il suffit que je fasse un changement de coordonnées, de cette carte-là à celle-là qui soit continue et c'est infini pour rester dans le cadre de... parce qu'il faut que ce soit une carte de l'Atlas. Mais je peux faire une transformation C infini de là à là, et telle que... Voilà, je vais avoir autant de courbes que je veux ici. Donc ça ne marche pas. Par ailleurs, de toute façon, donc l'idée de la tangente qui est donc une approximation linéaire, parce que là vous pourrez dire, ah bah oui, mais cette courbe elle n'est pas droite, et celle-là non plus. Non, il faut prendre la droite. Non, mais on n'a pas de notion de droite dans l'espace. On n'a encore rien qui nous permette de dire qu'une direction est droite, qu'une ligne est droite. On n'a pas du tout de notion de droite, et on n'en aura pas avant d'avoir introduit des tas de... Enfin, en tout cas, certaines notions supplémentaires. Or, on a déjà pu dire la courbe est différenciable. Donc, encore une fois, on a arraché les pages qu'il fallait pour que ça ait un sens de dire qu'elle est différenciable. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'on a dit qu'elle était différenciable, on n'a pas dit quelle était sa différentielle, ni même qu'il y a un sens à parler de la différentielle d'une courbe. Déjà, dans RN, enfin dans un plan euclidien standard, ce qu'on appelle la différentielle d'une courbe, c'est en chaque point, voilà, on peut parler de la tangente qui est la meilleure approximation linéaire. Mais si, alors d'une part, on n'a pas de notion de droite, donc de linéarité dans l'espace, dans un espace qui n'est pas euclidien ou affine, mais en plus, meilleure approximation, ça voudrait dire celle qui s'éloigne le moins de la vraie courbe. Mais s'éloigner, il n'y a pas de notion de distance, de toute façon, sur la variété non plus. Donc, cette idée est bien gentille, mais c'est sûr qu'elle ne fonctionne pas pour les variétés. Quelqu'un avait levé la main? Non, c'est vous, oui. Juste, on pourrait pas, par exemple, j'ai une image de la variété qui est vraiment quelque chose en 3 dimensions. Ouais. On pourrait pas considérer des transformations infinitésimales entre chacune des cartes et à chaque tangente associer du coup une tangente très proche de ce qu'il y a sur la variété. Et donc, a fortiori, construire un espace qui lui est tangent à ce que je considère comme étant la variété en 3 dimensions. Alors, c'est une bonne idée, mais ça ne va pas marcher justement quand vous serez dans un espace qui est courbe. On n'a pas encore défini, mais votre idée d'y aller de proche en proche et de pouvoir avoir quelque chose qui... ça ressemble tellement à Rn au voisinage du point qu'on fait comme si c'était plat, et puis du coup on a une bonne notion, puis je la propage de proche en proche. Le truc c'est que si vous la propagez par là, ou si vous propagez par là, puis par là, ou par là, puis par là, ça ne va pas être compatible. Vous n'allez pas forcément tomber sur le même point. Donc en fait, on ne peut pas procéder comme ça. Mais de toute façon, la simple idée de propager, comment vous faites? Il n'y a pas moyen, parce que même si vous restreignez à un petit intervalle infinitésimal, vous pouvez faire n'importe quelle transformation de là à là, ça ne va pas vous donner la même courbe à l'arrivée, quand vous remonterez dans la carte. Oui. C'est très bizarre, mais sinon on peut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de voir une courbe, c'est-à-dire comme quelque chose qui se déplace quelque part, on peut voir comment est-ce qu'un objet d'une masse certaine courbe du coup l'espace-temps en son autour, je dirais, et à partir de la courbure générée par cette masse, on peut définir quelque chose comme une trajectoire dans l'espace-temps et ainsi une tangente à tout instant. Alors, sauf que vous avez parlé de plein de notions que je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez dit courbure. Est-ce que vous pouvez définir la courbure? Moi, je ne sais pas ce que ça... Alors, je sais ce que ça veut dire quand on a introduit les notions qui vont bien. Mais on a un espace, on a une variété différentielle. Je ne sais pas définir une courbure à partir de ces données-là. Il
Il n'y a pas. Il n'y a pas. Là, par exemple, ceci est la même variété différentielle. Enfin, ces trois choses-là sont la même variété différentielle. Elles sont parfaitement difféomorphes. Vous allez dire, ouais, mais là, c'est plus courbé. Non, non, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a rien. C'est-à-dire, j'ai dessiné un truc sur un tableau qui, lui, est euclidien, etc. Et vous pouvez vous dire, ah, mais du coup, la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est la distance qui apparaît dans le plan sur lequel j'ai dessiné. Non, mais là, vous parlez tout à fait d'autre chose. La variété en elle-même, c'est un ensemble de points. J'ai mis dessus une topologie, donc je peux parler de voisinage, de continuité, etc. Et c'est une variété, donc je peux dire que localement, il est possible de trouver des systèmes de coordonnées qui me permettent de repérer la position des points. C'est tout. Et j'ai sélectionné des cartes qui sont compatibles entre elles, c'est infini. C'est tout ce que j'ai. Et donc, ça, c'est strictement la même chose. Strictement la même chose. C'est la même variété. Je vous dire, mais vous avez tourné ici. Tourné quoi? Tourné dans l'espace dans lequel je le représente autour. Non, mais la variété en elle-même, je peux faire une correspondance biunivoque entre ce point-là et ce point-là. Ici, je vais avoir une carte. Je peux faire une correspondance entre les cartes. Il y a un difféomorphisme entre les deux. Entre les 3, entre les n. Donc, ça ne va pas marcher, parce que ce que vous appelez tangente là, du coup, ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas de notion de linéarité, il n'y a pas de notion, encore une fois, de le plus proche de la courbe, puisque la distance d'un point à un autre n'existe même pas. Donc, ça ne marche pas. Vous voyez que ça, c'est la même variété différentielle. C'est-à-dire, le fait que je la dessine... Non, mais c'est un truc important parce qu'on est toujours piégé par justement une représentation au sein d'un espace qui est euclidien, affine, etc., avec une notion de distance préexistante. Mais ce qu'on veut, c'est arriver à définir une notion de continuité, c'est fait, une notion de différenciabilité, c'est fait, et une notion de rectiligne, de droite, une notion de distance, une notion de... voilà, au sein de la variété, au sein de l'espace-temps, un truc qui soit défini en lui-même, sans référence à autre chose. L'espace-temps, c'est tout. Et on peut le faire, hein, on peut le faire, mais il faut abandonner donc l'idée numéro 1. J'avais une idée numéro 2. C'était encore une mauvaise idée, du coup, je ne me rappelle pas. Elle est où mon idée numéro 2 ? Bon, ah si, c'est là. Oui, c'est ça. Donc, oui, donc l'idée numéro 2 issue, donc, première idée, la tangente. Non, l'idée numéro 2, à nouveau pour utiliser ce qu'on fait ordinairement dans un espace euclidien, c'est qu'on se dit qu'en fait, il existe une vitesse. Il existe une vitesse v en chaque point, donc enfin une vitesse, si c'est le temps, le paramètre de la courbe, si c'est un paramètre quelconque, ce sera ce qu'on appelle une vitesse paramétrique, c'est-à-dire une dérivée par rapport au paramètre. Et donc l'idée, c'est que vous avez v qui est dr sur dt, ou sur des lambda, si vous voulez, si c'est lambda le paramètre. Hein. Donc vous avez r, la position en lambda plus des lambda moins r de lambda, divisé par des lambda, et puis vous faites une limite quand des lambda tend vers 0. Hein, et donc vous avez voilà, une position r de lambda, une position r de lambda plus des lambda, et puis voilà, à partir d'une origine quelconque, voilà. Et puis la dérivée voilà, la différence des deux, c'est ça, et puis plus le lambda plus des lambda s'approche des lambda, vous arrivez sur la vitesse. Bon. À nouveau, vous avez compris, il n'y a pas de vecteur.
l'espace, donc ça, il n'y aura jamais. Donc ça, on peut l'oublier. Et puis même si la différence, encore une fois, de deux positions, ça n'existe pas. Donc ça ne marche pas. Et la troisième idée... Ouais, la troisième idée par rapport à la tangente, c'est que la tangente ici, donc elle peut être définie, j'aurais dû la mettre en deux, ça a été défini comme la meilleure approximation linéaire de la courbe, d'accord? Donc, sauf qu'on n'a pas de notion d'approximation ni de notion de linéarité. La troisième idée pour la tangente, c'est que c'est la même direction. La tangente, c'est une courbe qui, à l'endroit considéré, a la même direction que la courbe dont on parle. Mais sauf qu'on n'a pas de notion de direction, et donc ça ne marche pas non plus, il n'y a rien de ça qui marche. Mais, alors c'est ça qui va... Alors ce qu'on va faire, mais on va finalement peut-être pas le faire aujourd'hui, quelle heure est-il? Oh, on a encore un petit peu de temps moins pour motiver l'idée, et puis on fera la chose formelle la prochaine fois. En fait, cette notion de direction, on sent bien qu'elle doit avoir un sens, parce que quand je suis sur la Terre ou sur une patatoïde ou c'est un hippocampoïde, ça, non? C'est pas un peu... Ouais. Quand je suis sur un hippocampoïde, ça a un sens de dire j'avance par là. En fait, on a une notion de direction. Je suis à Paris, je vais vers Brest. J'ai une notion de direction, j'ai l'impression. Donc, il doit y avoir moyen de faire sortir une notion de direction. La question, c'est comment? Bien sûr. Et puis, il y a quand même une notion de vitesse. Au fond, c'est quoi une vitesse? C'est défini pas par une direction. Et il y a aussi la taille de la vitesse, donc le taux de déplacement. Alors, c'est-à-dire de combien je me déplace, mais sauf que je n'ai pas de notion de distance, donc c'est compliqué. Mais quand même, j'ai l'impression que cette courbe-là, par exemple, je peux la paramétrer avec un paramètre, où là, c'est le paramètre, donc j'ai lambda égale 1, lambda égale 2, lambda égale 3, tac, tac. Voilà, voilà une façon de paramétrer cette courbe. Enfin, la courbe, c'est ce paramétrage-là, mais une autre courbe, mais qui aurait la même trace dans l'espace, serait par exemple une courbe qui serait parcourue 2 fois plus vite, enfin à une vitesse de paramètre 2 fois plus grande. C'est-à-dire que j'aurais ici lambda tilde égale 1, ici lambda tilde égale 2, ici lambda tilde égale 4, hein, alors qu'ici ce serait 3, 5, 7, etc. Et donc vous voyez que pour une même... pardon, 3, pas 4, excusez-moi. Pour une variation de 1 du paramètre, je fais plus de chemin, même si je ne sais pas quantifier le chemin, mais quand même, je suis passé par là où j'étais passé avant, mais je suis encore allé plus loin. Donc, on a un sens comme ça que, en fonction du paramétrage, ça a un sens à dire j'y vais plus vite ou moins vite, enfin, à un taux de paramètre plus élevé. D'accord? Alors, si c'est le temps, c'est le taux au sens normal, mais il y a une espèce de vitesse de paramètre pour parcourir la courbe. Donc, il y a quand même une notion de direction. Je vais par là et pas par là, mais il faudrait arriver à caractériser ça. Et puis, il y a une notion de rapidité à laquelle je me déplace. Alors, la solution, c'est qu'on va effectivement pouvoir définir une vitesse d'une courbe. J'ai une courbe, c'est-à-dire donc la courbe définit pas juste la trajectoire, l'ensemble des points, mais comment elle est parcourue en fonction du paramètre. J'ai une courbe, je vais pouvoir définir la vitesse de la courbe en un point, de façon intrinsèque, à partir des structures que j'ai déjà. Ça, c'est remarquable. Je ne peux pas parler de position. Donc, la vitesse ne va pas être définie comme une variation de la position. Ça n'existe pas, le vecteur position. Une variation de position, une position moins une autre, ça ne veut rien dire. Mais on va être capable de définir une notion de vitesse
qui fait qu'en fait, on va pouvoir tout reconstruire à partir de cette étape-là. Habituellement, on a les vecteurs position et on en déduit la vitesse, l'accélération et on fait tout ce qu'on veut avec. Là, on ne peut pas, mais on va court-circuiter en quelque sorte, on va directement définir la vitesse d'une courbe, et ça, c'est possible sans rien introduire de plus que ce qu'on a là. Il suffit d'une structure différentielle. Et c'est normal, puisque ce qu'on entend par différentiable, c'est pour ça que j'ai essayé de remotiver ça, il y a toutes ces idées-là, que, en fait, la courbe, on peut lui définir une vitesse. Enfin, si on était dans l'espace ordinaire, on peut lui définir une vitesse. C'est-à-dire, évidemment, ça, c'est même pas continu, mais ça, pourquoi c'est pas différentiel? Parce que là, ça va par là, et puis là, ça va par là. C'est plus la même direction. C'est bien ça le problème. Ou bien, ça peut même être la même direction, mais si là, enfin, si je trace la vitesse en fonction du temps, c'est-à-dire, je fais ça, puis d'un seul coup, j'accélère. Mais si j'accélère continuellement, ça va. Mais si j'accélère brutalement, ce ne sera pas différenciable. Donc, à nouveau, il y a... Enfin, oui. Enfin, voilà. Bon. Donc, oui, c'est ça. Donc, on sent bien que cette notion de différenciabilité, on l'a déjà dans notre définition de la différenciabilité. Puisque si cette situation où je fais une rupture de vitesse, ou bien soit en direction, soit en intensité du taux de déplacement, si je traduis ça dans une carte, ça va se voir. D'accord? Donc, c'est clair qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour parler de différenciabilité de la courbe. On l'a défini, la différenciabilité. Une courbe est différenciable si sa traduction dans une carte est différenciable. Et ça a l'air de dépendre d'une carte, mais en fait non, parce que j'ai gardé toutes les bonnes cartes. Donc on a déjà ça. Il faut simplement arriver à récolter ça pour donner une définition précise de la vitesse d'une courbe. Et on va le faire ça tout de suite. Oui? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une direction? Donc c'est justement, ça va être ça la clé. Alors, je vais... c'est pas un terme, c'est pas un terme, comment dire, mathématique consacré, mais j'utilise la notion de direction en un sens intuitif pour l'instant, on va formaliser, pour dire que ce qui caractérise une vitesse, comme ça, enfin, ce qu'on a envie d'attacher à une courbe, quand on parle de vitesse, c'est effectivement par où je vais, je peux aller par là, je peux aller par là, et quand on est sur une variété avec une cartographie locale, c'est-à-dire des lignes de coordonnées qui correspondent à des coordonnées dans Rn ici, ici je peux parler d'une direction. Eh bien, cette ligne bleue, par exemple, c'est celle-là, d'accord? Et puis, cette ligne verte, ça va être celle-là, voilà, si je la remonte là-haut. Et donc, ici, je sais ce que ça veut dire aller par là, je sais ce que ça veut dire aller par là, mais du coup, en ce point-là, à l'intersection des deux, ici, je peux décider de suivre la coordonnée bleue. Je veux dire, cette ligne, elle existe. C'est la traduction inverse, enfin, c'est la préimage de cette ligne-là. Et cette ligne aussi. Donc, là, c'est clairement des directions différentes. Donc, je ne sais pas ce que c'est une direction comme ça à définir, mais je sais ce que ça veut dire deux directions différentes. Alors, comment caractériser une direction comment caractériser une direction? Voilà, si vous êtes... alors, si on est là en présence, je peux dire « je vais par là ». Là, vous voyez tout ce que je veux dire. Ok, je vais par là. Si je vous dis « je vais par là », puis que je commence à me déplacer par là, on va dire « ça ne marche pas ». Ok, mais vous me voyez, on a tous une représentation comme ça. Maintenant, vous avez quelqu'un au téléphone et vous lui dites « je vais par là ». Et comment ça par là? Mais où? Ben par là, regarde. Ben non, mais je ne vois pas, je suis au téléphone. Donc, comment vous allez pouvoir caractériser dans quelle direction vous vous déplacez? Eh bien, l'astuce, c'est de faire appel à des fonctions qui sont définies sur la variété, n'importe lesquelles. Par exemple, ici, si vous avez non. Ah, si,
Une fois que vous avez cartographié ici, chaque point est associé à 2 coordonnées, enfin 2 ou n, x1, xn. Vous pouvez dire, je vais dans la direction où x1 augmente et les autres et tous les autres x ne bougent pas. C'est assez naturel. Ou bien je vais dans la direction où... Alors, ouais, je vais dans la direction où x1 augmente et x2 augmente 2 fois moins vite. Et à ce moment-là, donc si ça c'est x1 et x2, vous dites x1 augmente 2 fois moins vite, enfin x2 augmente 2 fois moins vite que x1. Alors sauf que le 2 fois on n'a pas de notion de distance, c'est un peu embêtant. Mais vous voyez que vous pouvez quand même caractériser une direction en disant comment varie une fonction qui est définie sur la variété. J'ai pris des coordonnées ici qui sont arbitraires, mais prenons un truc, parce que là, vous allez dire, ok, mais c'est d'accord, allô, je me déplace dans la direction où x1 augmente. D'accord, c'est quoi ton x1? Là, je ne peux pas le dire, c'est arbitraire. Par contre, je peux dire, je vais dans la direction où la température augmente. Ah, ça c'est pas mal. Alors peut-être que la température augmente dans plusieurs directions, mais imaginez que vous avez une fonction définie sur la variété, une fonction scalaire, comme la température ou la pression, ou ce que vous voulez, et vous pouvez tracer des lignes de niveau, par exemple. Voilà, ça, c'est tous les points qui ont la même température. Vous pouvez avoir un îlot de chaleur ici, d'accord? Et puis, vous êtes ici, et vous pouvez dire, je me déplace dans la direction où la température ne varie pas, par exemple. Donc, je me déplace sur la ligne de niveau. Ça, c'est parfaitement caractérisé. C'est clair que vous allez ni par là, ni par là, ni par là, ni par là. La courbe qui traduit votre déplacement, elle est ici tangente à la courbe de niveau. Oui. Là, vous venez juste de redéfinir ce que c'est qu'un gradient, en fait. Et pour ça, on a besoin de la dérivée. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc, en fait, on ne voit pas pourquoi est-ce que vous venez... Enfin, comment vous justifiez ça? Comment je justifie que... votre argument, parce que... Enfin, quoi que... c'est-à-dire, on peut le faire localement, on va dire, mais pour trouver les lignes de niveau, là, vous êtes en train de dire, elles existent, et on n'est pas capable de les retrouver parce qu'on n'a pas encore la dérivée. Enfin, il nous faudrait un gradient, en fait, et ça, c'est juste des dérivées. Et localement, je peux me déplacer dessus, en fait. C'est ça votre... On a... un gradient de quoi? Je sais pas, de température, en l'occurrence, ou de quoi que ce soit. Le problème, c'est que le gradient... C'est quoi la définition du gradient? Donc vous avez une fonction f. La définition du gradient de f, c'est que donc vous avez f, vous avez une valeur en chaque point. Je mets un vecteur ici exprès parce que vous allez voir que c'est... non, je vais mettre f. f de M1, f de M2. En chaque point, vous avez une certaine valeur. Très bien. La définition du gradient de f, c'est que si vous vous déplacez, on va dire de m à m plus dm, mais attention, dm, ça ne veut rien dire. J'entends par là un point voisin. Mais justement, donc, quand vous vous déplacez de dr, c'est-à-dire si vous faites f, je suis obligé de mettre des vecteurs, vous allez voir pourquoi. df, par définition du gradient, df égale gradient de f scalaire dr. D'accord? Ça vous dit le taux de variation de la fonction quand vous vous déplacez de dr, et il y a ce produit scalaire ici. Donc déjà, on n'a pas de produit scalaire. De toute façon, un vecteur déplacement, ça n'existe pas. Donc cette fonction gradient de f, on ne peut pas la définir. On peut définir la différence, par contre, de valeur de la fonction entre un point et un autre. Parce qu'en chaque point, il y a une certaine valeur de cette fonction. Mais je ne peux pas dire de combien je me suis déplacé pour dire quel est le taux de variation de la fonction en passant de là à là. Par contre, j'ai une courbe. Je peux définir une courbe. Voilà une courbe.
Et si je parcours la courbe à la vitesse du paramètre, lambda augmente, quand lambda augmente le long de la courbe, le point se déplace, et la température vue par le point de la courbe varie. D'accord? Donc, si vous avez une courbe gamma de R ou d'un intervalle ou sur la variété, ça, c'est la courbe rouge parcourue à la vitesse du paramètre. À chaque lambda, gamma de lambda est un point P qui appartient à la variété. Eh bien, en chaque point P, vous avez une valeur de la température. Je l'appelle F pour une fonction quelconque, une température dans R. D'accord? Et donc, c'est pas la peine que je mette dans M, il est là, voilà. Et donc ça me donne une valeur. F de gamma de lambda. Et là, le miracle a opéré. Ce que vous voyez, c'est qu'ici, vous avez une fonction de R dans R. Celle-là, elle est différenciable. C'est précisément ça que veut dire que la courbe... Enfin, non, pardon. C'est pas précisément ça que veut dire que la courbe est différenciable, mais c'est parce qu'on peut définir la différenciabilité de la courbe que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un intermédiaire, X, qui vous emmène dans Rn. Vous avez une carte. Chaque point, vous pouvez le représenter par ses coordonnées. On a dit que la courbe gamma était différenciable en disant que cette fonction-là, qui est x après gamma, est différenciable. C'est ça, vous vous rappelez, c'est ça la définition de la différenciabilité de la courbe gamma. Je dis que gamma, là, est différenciable si sa représentation dans une carte, c'est-à-dire si à chaque point, je lui donne ses coordonnées, si cette représentation dans une carte est différenciable. Mais, du coup, je sais que... Enfin, non, voilà. Par ailleurs, en me déplaçant le long de la courbe de manière différenciable, j'ai ici une fonction qui va varier en fonction du paramètre. De cette façon-là. Ici, en fait, tout ça, là, cette flèche-là, c'est f rond gamma. D'accord? Et si f... Oui? Mais comment peut-on être sûr qu'il y a bel et bien une fonction f dont la valeur dépend des paramètres? Parce que ici, vous avez donné des exemples de pression, température, mais si on parle de l'espace en lui-même, l'espace tel quel, il n'y a pas ces notions parce que température et pression sont des notions qu'on peut définir que par de la matière et les forces qui s'exercent dessus. Donc, si on a de l'espace pur, de l'espace sans rien d'autre, juste des points, comment quelle fonction peut varier de valeur entre un point et un autre? Ok. Je vous réponds tout de suite. Oui. Ce qu'il dit, ça me fait penser à ce qu'on disait la semaine dernière, qu'on définit l'espace par rapport au champ, aux distributions de matière, de masse. On ne définit pas l'espace tel quel, on le définit par rapport au champ qu'il contient. Vous faites référence au principe de Mach et la discussion sur le principe de Mach. Oui. Alors, se posera la question de quelle est la géométrie de l'espace-temps et qu'elle est effectivement influencée par les masses et en fait par les masses partout dans l'univers, etc. C'est vrai. Là, on est en train de construire un espace sur lequel on peut parler de continuité, sur lequel on peut parler de différenciabilité. Et maintenant qu'on sait dire ce que c'est qu'une courbe différenciable, on a envie de se dire, ok, mais c'est quoi sa dérivée? Alors, c'est-à-dire, c'est quoi sa vitesse? C'est quoi son vecteur tangent? Enfin, d'essayer de raccrocher à une notion comme ça. Alors, votre question, ça répond à peu près. Votre question, c'était, pardon, c'était... Oui, une fonction
j'invoque la température comme une fonction comme si elle existait, mais si pour l'instant on est en train de construire l'espace, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de moyen de parler de température. C'est quoi une fonction? Ben, une fonction, c'est une fonction, c'est-à-dire, vous avez m, et vous pouvez définir une fonction de m dans R comme une opération qui, à chaque point M, associe R. Alors, vous dites, OK, mais c'est quoi sa concrétude? Non, mais pourquoi une concrétude? Vous avez un ensemble, un autre ensemble. Vous pouvez définir une fonction entre elles. Et donc, j'ai dit température pour fixer les idées, mais il y a un ensemble de fonctions. Alors d'ailleurs, vous pouvez demander que cette fonction, elle-même, elle soit continue. Parce que par exemple, là j'ai une fonction de R dans R ici. Mais cette fonction, elle n'est pas forcément continue. Si la fonction f n'est pas continue sur la variété, si moi je parcours la variété continuellement, peut-être que la valeur de la température que je vais mesurer, elle va être discontinue si je passe par une discontinuité de la température sur la fonction. Par contre, si la fonction elle-même est continue, et que je me déplace continuellement, ben la valeur que je vais lire sur mon thermomètre, elle va être continue. De même, si la fonction est différenciable et que je me déplace dessus de façon différenciable, eh bien la valeur que je vais voir, elle va être différenciable. Et je vais me servir de cette variation, de l'évolution différentielle de cette fonction pour définir ma vitesse. Parce que je vais pouvoir dire, je me déplace dans la direction où cette fonction varie comme ça. Et telle autre fonction ne varie pas. Donc je suis sur la ligne de niveau de l'autre fonction, mais pas de la première, etc. Et si j'ai l'ensemble de toutes les fonctions possibles et que je sais comment ça varie quand je me déplace, ben j'ai parfaitement caractérisé ma direction. Je vais dans la direction où la température ne bouge pas, mais la pression augmente de temps et la densité de temps, etc. Alors certes, ces fonctions-là, c'est des fonctions dont j'utilise des mots qui correspondent à des notions physiques qui ne sont pas présentes pour l'instant à l'échelle de l'espace-temps. Mais je peux définir des fonctions, n'importe quelle fonction, et en particulier, je peux dire que f est continu et différenciable. Comment? Ben ça y est, on a les notions qu'il faut pour ça. Dire que c'est continu, j'ai besoin juste de la structure topologique. Il faut dire que l'image inverse de f, R, d'un ouvert de R par F est un ouvert de M. Ça tombe bien, il y a une topologie sur M, donc ça a un sens de dire que c'est continu. Comment je dis que c'est différenciable, F? Eh bien, en disant justement que si je regarde M dans une carte de Rn, eh bien, je dis que F est continu, F de M dans R est continu, si, et seulement si, c'est la définition pardon, j'ai dit continu, je voulais dire différenciable. F est différenciable si f rond x-1 est différenciable. Et ça, je sais ce que ça veut dire, c'est une fonction de Rn dans R. D'accord? Donc, je peux considérer des fonctions f qui sont non seulement différenciables, mais c'est infini tant qu'à faire. Alors ça porte un nom. L'ensemble, ça s'appelle C infini de M. Par définition, c'est l'ensemble des fonctions f telles que de m dans R telles que f et c'est infini. J'allais dire continue et différenciable, mais si elle est différenciable, elle est continue en effet. Donc c'est infini. Donc je peux considérer des fonctions différenciables sur m, de m dans R, puisque ça y est, j'ai introduit la notion qu'il faut pour définir cette différenciabilité. Puis du coup, je peux considérer toutes les fonctions différenciables. Donc, elles sont concrètes par leur définition même. C'est-à-dire, une fonction est définie par l'image de chacun de ces éléments. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'un support physique à ça. Enfin, j'ai deux ensembles, je définis une fonction d'un ensemble dans l'autre. Donc ça existe. Et donc, si je me déplace sur une courbe de manière différenciable, c'est-à-dire au sens où ça, c'est une fonction de R dans Rn, c'est infini, d'accord? Donc si je parcours une courbe C infini, alors
toutes les fonctions C infini définies sur la variété, fonction de M dans R, C infini, toutes les fonctions C infini vont voir la valeur, enfin, vont me donner une valeur quand je parcours la courbe qui varie de manière C infini. Pourquoi? Parce que si ça c'est C infini, ça veut dire que, par définition, ça veut dire, bah c'est ce que j'ai dit là-bas, ça veut dire que f rond x moins 1 est C infini. D'accord? Et donc, cette fonction de là à là, qui est f rond gamma de R dans R, hein, je l'avais mise là, je vais la mettre là, en fonction du paramètre, la température ou n'importe quelle fonction f évolue de façon différenciable. Je sais que ça, c'est différenciable en tant que fonction de R dans R, parce que cette fonction-là, ce n'est rien d'autre que ça plus ça. Enfin, plus. Ça après ça. Ça puis ça, c'est ce que je voulais dire, pardon. Tout simplement parce que f rond gamma, c'est f rond x moins 1, rond x, rond gamma, évidemment. Ça, c'est l'identité. Donc, c'est x rond gamma, et après, f rond x moins 1. C'est pareil que d'y aller direct. Donc, l'existence de la carte me permet de définir, c'est-à-dire l'existence de la structure différentielle, me permet de définir la différenciabilité de ce truc, et de la fonction. Vous voyez, donc, d'introduire une structure différentielle sur la variété me permet de définir une courbe différentielle et une fonction différentiable sur la variété. Quand je dis différentiable, je veux dire c'est infini. Et du coup, j'ai accès à la variation de la fonction au cours du temps, si le paramètre c'est mon temps, si mon paramètre c'est le temps, ou au cours du paramètre, enfin en fonction de l'évolution du paramètre. Donc, et je vais caractériser ma direction dans l'espace à partir de, en disant comment varient toutes les fonctions possibles de l'espace, enfin définies sur l'espace. C'est-à-dire, si je vous dis juste comment la température varie, il reste des ambiguïtés. Mais si je vous dis toutes les fonctions, comment elles varient, ben là, il n'y a plus d'ambiguïté. Alors probablement, je pourrais me contenter de dire comment quelques fonctions varient et ça caractériserait tout. Mais en tout cas, dans la mesure où je suis une courbe comme ça, n'importe quelle fonction qui est C infini définie sur la variété voit sa valeur varier de manière C infini. Et donc, à chaque courbe est associé un taux de variation de n'importe quelle fonction au cours du paramètre, au cours du temps, mais au cours du paramètre. Et donc, c'est exactement comme ça qu'on va définir la vitesse. On va définir la vitesse d'une courbe qui capture à la fois une notion de direction et de taux de variation et de vitesse et de taux d'évolution de la position, si vous voulez, en fonction du paramètre, en disant comment varient les valeurs des fonctions définies sur la variété quand on parcourt la courbe. Et donc, et après je m'arrête, peut-être je donne, voilà, on arrive au bout, ça tombe bien, je donne la définition et on repartira de là la semaine prochaine, en explicitant et en voyant toutes les propriétés. Donc par définition, la vitesse d'une... Alors, donc définition, soit gamma de I inclus dans R dans M, une courbe différenciable sur M, bon, ok, une courbe différentiable,
passant par P à la valeur du paramètre lambda, c'est-à-dire que gamma de lambda égale P. C'est le point P. D'accord ? Donc, lambda est dans R, P est dans la variété. Donc, j'ai une courbe qui passe par le point P, ici. Voilà. Par définition, la vitesse, je vais passer là. Je vais laisser les dessins encore un peu. La vitesse de gamma en P est l'application de C infini de M dans R défini par alors donc je vais la noter V de gamma au point P. Donc c'est une fonction de C infini de M dans R qui a toute fonction f, donc ça prend une fonction et ça va donner son taux de variation quand on est au point P et qu'on suit la courbe. Vous voyez l'idée? C'est simple en fait. Et c'est quoi son taux de variation quand on suit la courbe et qu'on passe au point P? La fonction f, elle varie comment? Ben, la valeur de la fonction f, elle varie comme la dérivée de cette fonction-là par rapport à lambda. Donc c'est en fait, donc V gamma P de f égale, c'est la définition, je mets 3 traits là, égale, eh bien, f rond gamma prime de lambda, où lambda est la valeur du paramètre à laquelle on atteint le point P, on passe par le point P. Ce prime-là, c'est le prime de la dérivée, c'est d sur d lambda. Hein. D sur d lambda de f rond gamma. Ça, c'est une fonction de R dans R, ça prend la valeur du paramètre, et à chaque valeur du paramètre, j'ai une certaine valeur de la fonction f, si c'est la température, à chaque valeur du paramètre, j'ai une certaine température, et donc, je dérive cette fonction au cours du temps. Et elle est dérivable, cette fonction, parce que j'ai pris, elle est C infini, parce que je pars d'une fonction qui est C infini, c'est-à-dire que ça, c'est C infini, et je parcours une courbe qui est C infini, c'est-à-dire que ça, c'est C infini. Par conséquent, ça, là, c'est C infini, et ça, c'est rien d'autre que f rond gamma, qui est une fonction de R dans R. Il n'y a aucune difficulté, on a une fonction de R de R, on la dérive, elle est dérivable ou elle ne l'est pas, mais elle l'est puisque j'ai suivi un chemin différenciable, et que la fonction elle-même est différenciable, enfin, et c'est infini. Donc voilà, et je définis la vitesse comme le taux de variation de cette fonction au cours du temps. Mais la vitesse est définie... Enfin, pardon, ce que j'ai dit est incorrect. Je définis l'image de f par la fonction vitesse comme le taux de variation de la fonction f quand le paramètre évolue. C'est-à-dire que, encore une fois, il ne suffit pas que je vous dise comment une fonction varie pour que vous sachiez dans quelle direction je vais. Il faut que je vous dise comment toutes les fonctions varient. Donc, c'est pour ça que la vitesse, c'est une fonction qui prend une fonction et qui donne un nombre. Si vous lui donnez une autre fonction, ça donne un autre nombre, puisque chaque fonction varie d'une certaine façon. Et c'est de savoir comment toutes les fonctions varient qui vous permet de dire où vous allez. D'accord? Et à quelle vitesse de paramètres. C'est-à-dire que si vous parcourez la courbe avec un paramètre... Sauvé.
avec un paramètre qui s'écoule 2 fois plus rapidement, enfin, d'accord, à ce moment-là, le taux de variation de la fonction f, mais de toutes les fonctions f, va être 2 fois plus rapide. Simplement parce que vous vous retrouvez... Enfin, oui, le taux de variation va être 2 fois plus rapide. On pourra le montrer explicitement, mais... Oui. Je ne comprends pas comment on trouve f. Si nous avons une courbe, comment on va trouver la bonne fonction qui est associée à cette courbe? Non, justement, il n'y a pas une fonction associée à une courbe. Toutes les fonctions existent, ok? Et pour chaque fonction, le fait de se déplacer dans la variété fait que la valeur de la fonction varie, tout simplement parce qu'on change de position, donc la valeur de la fonction varie. Et si je me déplace par là, telle fonction va varier de telle façon. Si je me déplace par là, cette même fonction va varier autrement, suivant comment ça se passe. Mais quoi que je fasse, si je suis une trajectoire dans la variété, chacune des fonctions qui est définie sur la variété va avoir sa valeur qui varie d'une certaine façon. Et donc, je caractérise entièrement mon mouvement en disant comment chacune des fonctions varie quand je me déplace. Et donc, je définis la vitesse comme une application de C infini de m dans R, c'est-à-dire c'est un objet, cette vitesse, qui, à toute fonction définie sur la variété, associe son taux de variation quand on suit la courbe. C'est naturel. Alors, ce qui n'est pas clair pour l'instant, c'est en quoi ça correspond à une vitesse avec un vecteur, avec une direction et une taille. Mais en fait, si. C'est comme ça qu'on l'a introduit. La direction, à chaque direction au sens intuitif ordinaire du terme correspond à un taux de une manière dont toutes les fonctions varient les unes par rapport aux autres. Simplement après, donc ça c'est une notion de direction, et après, c'est-à-dire je peux aller le long d'une courbe de niveau de telle fonction et en travers des courbes de niveau d'une autre, etc. Donc le taux de variation des fonctions quand je me déplace est bien relié à une direction. Et par ailleurs, pour la taille de la vitesse, si je me déplace à une vitesse de paramètre 2 fois plus grande, toutes les fonctions vont varier 2 fois plus vite par unité de paramètre. C'est très naturel en fait. Donc on a à la fois une notion de direction et une notion de taille. Et du coup, on verra donc la semaine prochaine, que définir des vitesses comme ça définit un espace vectoriel, c'est-à-dire on va montrer que on peut additionner des vitesses comme ça, on peut les multiplier par un nombre, ça a une structure d'espace vectoriel, et ce sera ça l'espace vectoriel tangent, ce sera l'ensemble de toutes les vitesses à toutes les courbes qui passent par le point P. Parce qu'il y a cette courbe-là, puis il y a celle-là, puis il y a celle-là, puis il y a celle-là, enfin, si elles passent par le même point. À chaque courbe est associée une certaine vitesse. Et ces vitesses-là ont une structure d'espace vectoriel. Vous pouvez faire des combinaisons linéaires, c'est ça un espace vectoriel, d'accord? Et on voit bien pourquoi. Parce que les directions, vous pouvez les combiner, et les vitesses, vous pouvez parcourir la même courbe 2 fois plus vite, 5 fois plus vite, 10 fois plus vite. Alors vite, pas au sens des mètres par seconde, mais au sens du rythme du paramètre. D'accord? Donc c'est une vitesse paramétrique. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Enfin, vous avez compris, je pense. OK? Bon, désolé, j'étais très confus ce matin. Je dormirai mieux la prochaine fois. Méditez ça, parce que c'est une notion nouvelle. Une vitesse, c'est une application qui prend une fonction qui fait un nombre. Un truc un peu spécial, mais c'est comme ça. Oui.